Bienvenue sur les petites histoires de la biodiversité, une réalisation de l'association Humanité et Biodiversité, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité, pour connaître tous les secrets de ce qui constitue le vivant. Bonne écoute! Ce premier épisode de notre saison sur la biodiversité des forêts s'intitule « Le sol, un monde vivant ». En effet, les sols constituent l'un des écosystèmes terrestres les plus riches, dont on commence seulement à découvrir la complexité. Parmi tous les sols, les plus riches sont les sols forestiers, dont la plupart n'ont jusqu'à présent subi que peu de perturbations physiques et de modifications de leur composition par des engrais. Ils renfermeraient environ un quart des espèces décrites sur toute la planète, depuis des bactéries jusqu'aux mammifères, et il en reste encore beaucoup à découvrir. Un hectare de sol forestier compte plus d'organismes vivants que d'êtres humains sur Terre. Issus de la décomposition locale des roches et d'apports extérieurs par le vent ou les fleuves, les sols ont permis le développement progressif de bactéries et d'organismes microscopiques, puis d'une microfaune souterraine avant de servir d'abri ou de refuge à de nombreux animaux terrestres. Loin d'être un simple support pour les plantes aériennes, ils sont le siège d'une chaîne de transformation de la matière minérale en matière organique, puis d'une chaîne alimentaire à l'origine de nombreux êtres vivants, tous interdépendants. Un seul maillon manque et toute la chaîne est perturbée. Commençons par les organismes microscopiques ou micro-organismes, les bactéries et les champignons des sols, en quantité considérable, sont capables d'extraire les éléments minéraux issus des roches, en particulier le phosphore, et de faciliter ainsi leur absorption par les végétaux terrestres. Ils sont étroitement associés aux racines des arbres, en constituant autour des racines un manteau de filaments qui se prolonge bien au-delà. On estime que chaque gramme de sol forestier contient entre 100 mètres et 1 km de ces filaments. Ce réseau de filaments augmente aussi considérablement la capacité d'absorption de l'eau du sol par l'arbre. Savez-vous qu'au cours de l'été, un chêne adulte aura besoin d'environ 200 litres d'eau par jour? Certaines bactéries vont aussi capter l'azote de l'air et le transformer en nitrate que les arbres peuvent absorber. C'est le cas, par exemple, des robiniers faux acacias. Sans ces bactéries et champignons associés, les racines peineraient donc à répondre aux besoins des arbres. Mais ces échanges sont réciproques, on parle de symbiose. Au travers des sécrétions des racines, les arbres fournissent aux bactéries et aux champignons des éléments nutritifs produits au niveau des feuilles grâce à l'énergie solaire, on parle de photosynthèse. On estime qu'environ un tiers des molécules organiques produites par la photosynthèse servent à nourrir ces micro-organismes. À cette microflore s'ajoutent des organismes de plus grande taille, observables à la loupe et ayant des rôles variés. Cloportes qui mangent la matière végétale en décomposition, acariens, mille-pattes, certains consommant des débris végétaux, d'autres étant prédateurs, comme les pseudoscorpions, longs de quelques millimètres seulement, mais dotés de superbes pinces, d'où leur nom. Ces organismes recyclent et modifient la matière minérale et organique du sol par leur digestion, le restructurent en le fragmentant et l'aérant, chacun à son échelle, des fourmis aux vers de terre, sans oublier les taupes. En creusant leurs galeries, qui parfois nous dérangent, les taupes aèrent le sol et font circuler les nutriments. Certaines fourmis jouent même un rôle dans la germination des plantes. C'est ainsi que plus de 80 familles de plantes utilisent les fourmis pour la dispersion de leurs graines en les enrobant d'une substance qui attire les fourmis. Les fourmis emportent la graine dans leur colonie, qui se régalent de la substance enrobante, avant de rejeter les graines sur leur décharge où elles germeront.
Enfin, même si elles se nourrissent à l'extérieur, beaucoup d'espèces utilisent le sol comme abri. Rongeurs d'hiver, renards, blaireaux, lapins de Garenne. Les terriers des blaireaux peuvent couvrir jusqu'à la moitié d'un terrain de football et peuvent être habités pendant plusieurs siècles. Ils acceptent même parfois d'y héberger des renards ou des lapins de Garenne. Je voudrais insister pour conclure sur la lenteur des processus de formation des sols forestiers. En surface d'abord, avec la formation d'humus par la dégradation des feuilles qui tombent des arbres. En climat tempéré, il faut environ 1000 ans pour former cette couche d'humus. En profondeur également, car les racines des arbres associés à leurs micro-organismes descendent profondément et sont au contact des roches qu'elles contribuent à dégrader pour former de nouveaux sols. Là aussi, c'est un processus lent qui ne produit que quelques millimètres par siècle. En surface comme en profondeur, ces deux processus sont désormais quasi absents des sols agricoles, en particulier des cultures annuelles qui n'ont que des racines superficielles et dont on exporte l'essentiel de la production. Les forêts sont donc les lieux où se forment les sols de demain. Or, il suffit parfois de quelques heures à un engin forestier d'exploitation pour détruire en grande partie et pour longtemps cette vie des sols. Alors, quand vous marchez en forêt, pensez à toute cette vie discrète qui s'active sous vos pieds et qui contribue à la vie des arbres et au plaisir de votre promenade. À la semaine prochaine! Merci pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Retrouvez les petites histoires de la biodiversité sur toutes les plateformes de podcast et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux indiqués dans la description. Si vous avez aimé ce podcast, offrez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute avec un commentaire. Et pour tout savoir sur les actions de notre association, pour agir et nous rejoindre, rendez-vous sur humanité-biodiversité.fr. À bientôt!